Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours un plaisir de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au sujet traité par Grandeur Noire. Je vous rappelle que la cagnotte pour le documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas est toujours en ligne. J'avais établi un premier budget de 65 000 €, mais aujourd'hui, après m'être plongée très sérieusement dans la préparation du projet, il s'avère qu'en termes de matériel, en termes de professionnels à recruter, en termes de déplacement, du coût des visas, etc., clairement, 65 000 € ce ne sera pas suffisant pour pouvoir aller au bout de la série documentaire que je souhaite vous proposer. Donc, il va nous falloir rejoindre un second palier de 114 000 €. C'est-à-dire qu'il y a la différence à combler entre 65 000 et 114 000. Et ça, nous pouvons le faire de façon très sereine, comme nous l'avons fait pour atteindre les 65 000. Déjà, si chaque personne qui regarde cette vidéo et qui apprécie les informations délivrées va sur le lien de la cagnotte dans la barre d'infos et dépose 1 ou 2 ou 3 € sur la cagnotte, je vous assure que ce budget, il sera bouclé très rapidement. Donc ce projet, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et je compte sur vous pour accompagner Grandeur Noire encore les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on y arrive lentement mais sûrement. Comme on dit chez moi en Guyane, piti piti, totika monte montagne. La deuxième chose importante avant de commencer, c'est que je remercie toutes les personnes qui laissent défiler les publicités. Parce que grâce à vous, eh bien, ça ramène des tout petits sous, pas grand chose puisque la moitié des vidéos sont démonétisées. Mais c'est pas grave, le peu que ça représente, ça me permet d'enclencher d'autres projets annexes au documentaire. Comme par exemple le livre de coloriage Grandeur Noire, ça y est, il est fait, réalisé, imprimé et il sera très prochainement en vente en ligne. Et ce cahier de coloriage, au-delà d'occuper les enfants pendant les vacances ou bien de les occuper pendant des longs trajets en avion, en train, des heures d'attente, eh bien en plus, il va participer à aider les enfants à mémoriser et à apprécier les personnages qui sont abordés dans le livre My Type of Bad Girls. Voilà, vous êtes au courant de l'essentiel. Moi, je porte ma cravate magnifique de Wakshi Création. Donc c'est bon, on est tous prêts, on peut y aller. Alors, beaucoup d'entre vous, de ma génération et de la génération au-dessus, a réalisé très tardivement que le peuple du royaume de Kemet était africain et non européen ou arabe. C'est ce livre qui m'a ouvert les yeux, L'origine négro-africaine du savoir grec. Et vraiment, je le recommande à toutes les personnes qui ont très peu d'informations sur les habitants du royaume de Kemet et surtout aux personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans des lectures trop longues. Là, le vocabulaire n'est pas trop scientifique, il est assez accessible. Donc vraiment, c'est un livre que je recommande aux novices. Donc à l'époque, l'auteur s'appelait Jean-Philippe Omotunde. Entre-temps, il a récupéré son identité africaine. Donc il s'appelle Nusere Kalala Omotunde. Vous pouvez commander ce livre de n'importe où dans le monde sur le site de l'auteur que je vous mets en barre d'infos. Alors chronologiquement, c'est Joseph Anténor Firmin, un savant haïtien qui a été le premier à scientifiquement prouver que les habitants de Kemet étaient africains. Derrière lui, le professeur Cheikh Anta Diop, savant sénégalais de génie, anthropologue, sociologue, linguiste, physicien,
chimiste, historien, maître de conférences à l'université, enseignant, homme politique, écrivain. Je n'ai pas assez de mes 10 doigts, donc on va s'arrêter là. Mais cet homme, Cheikh Anta Diop, c'est l'incarnation d'Imhotep pour ceux qui connaissent Imhotep. Des savants comme ça, on en a un tous les 5000 ans. Donc vraiment, s'il y a un auteur que je vous recommande de lire concernant le peuple de Kemet, c'est Cheikh Anta Diop. Ses ouvrages sont très complexes, c'est vrai, mais ils sont indispensables lorsqu'on veut approfondir. Donc pour les nouveaux arrivants dans le sujet, clairement, je ne vous recommande pas de commencer par ça. Il vaut mieux commencer par l'ouvrage de Nusire Kalala Omotunde, c'est-à-dire l'origine africaine du savoir grec. Cependant, une fois que vous avez mis un pied dans le sujet et que vous appréciez le sujet, concernant l'approfondissement de la question, il faut absolument lire le professeur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qui a vécu à une époque plus récente que Joseph Anténor Firmin, a eu des outils scientifiques pour pouvoir apporter des preuves matérielles concernant l'identité africaine des habitants de Kemet. Il a donc pu tester le taux de mélanine de certaines momies, je vous en reparlerai plus tard dans l'épisode, mais en tout cas cet examen a été concluant et a prouvé de façon indiscutable que les momies avaient la couleur de peau foncée des Africains. Donc ces deux personnages, Joseph Anténor Firmin et Cheikh Anta Diop, sont vraiment à connaître, à étudier et à lire. Maintenant qu'on a présenté les deux piliers historiques qui ont balayé la falsification qu'on nous présente depuis des années, on va pouvoir s'intéresser aux faits qu'ils ont mis en lumière. Il y a deux types de faits. D'abord les faits observables, où là, pas besoin de science, pas besoin de calcul mathématique. Nos yeux sont là pour voir ce que représente une peinture ou une sculpture. Ensuite, il y a les faits indiscutables. La différence, c'est que les faits observables comme une peinture, une sculpture, on peut y mettre une interprétation subjective qui change d'une personne à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'un peuple à l'autre, d'un pays à l'autre. Tandis que les faits indiscutables, la science s'en mêle et là, l'interprétation n'a plus sa place. Alors, concernant les faits observables, on va commencer par ça parce que c'est l'évidence. Allez dans n'importe quel musée, prenez n'importe quel livre, tous les vestiges que vous allez voir représentent des Africains. Que l'archéologie a récupéré dans les fouilles, et ce au cours des 3000 ans de règne de ce peuple, représente des Africains. Et là, l'interprétation n'est pas possible puisque l'afro n'existe que chez les populations africaines. Les Africains sont les seuls dont la texture de cheveux peut défier la gravité. Ensuite, la couleur de peau à chaque fois est foncée. Que vous preniez des statuettes, que vous preniez des statues immenses ou que vous preniez des peintures, à chaque fois, les personnes de la royauté, les personnes du peuple, les personnes de la noblesse, les personnes du clergé, absolument tout le monde a la même couleur de peau qui est foncée. Concernant cette histoire de couleur de peau, on va faire un parallèle très simple. Lorsqu'on nous montre des peintures de la Grèce antique, les personnages sont représentés blancs, que ce soit dans des statues où on choisit de la pierre blanche ou claire, ou que ce soit dans les peintures. Tout simplement parce qu'à ces époques antiques, eh bien, il n'existait pas l'art abstrait. On représentait ce qu'on voyait et on tâchait de rester le plus proche de la réalité, dans la mesure bien sûr de leur technique. Du coup, en Grèce, on va retrouver des personnages blancs avec des cheveux lisses ou ondulés.
Et dans le royaume de Kémet, on va retrouver des personnages foncés de peau avec des cheveux crépus ou avec des coiffures africaines comme des tresses, des nattes, des locks, des vanilles. On retrouve également la peau foncée dans de nombreuses sculptures. Et ce n'est pas anodin si parmi les sculptures du royaume de Kémet, on retrouve une grande quantité de statues qui ont été taillées dans de la roche foncée et non dans de la roche claire. Alors que pour les Grecs, au temps de l'Antiquité, c'est tout à fait l'inverse. La plupart des sculptures sont taillées dans de la roche claire. Encore une fois, c'est pour se rapprocher de la réalité. D'autre part, les sculptures, encore plus que les peintures, permettent de constater la forme des lèvres, la forme du nez, la forme des yeux, la forme des maxillaires, la forme du visage. Et les faciès, on le sait, dépendent de l'origine ethnique. Et surtout à cette période antique où il n'y avait pas autant de métissage que de nos jours, puisqu'il n'y avait pas autant de déplacement des populations. Donc, l'aspect des gens était très peu modifié. Et lorsqu'on voit sur une statue un nez épaté, des lèvres larges, des pommettes saillantes, clairement, on a affaire à un Africain et non pas à quelqu'un de métissé qui peut être un arrière-arrière-grand-père africain. Ça, c'est pour les faits observables. Malheureusement, les faits observables sont discutables puisque chacun peut venir apposer sa petite interprétation personnelle non scientifique en disant « Oh non, mais si à l'époque il faisait les nez de cette façon, c'est parce qu'il croyait en la puissance du lion, donc il voulait un nez large comme le lion. C'est juste pour ça, mais sinon, c'était des Gaulois, hein !» Et ce genre d'interprétation sur des faits observables, comme des sculptures ou des peintures, je vous mets un extrait de jusqu'où ça peut aller. Un autre trésor se trouve ici à Berlin, celui de la belle-mère de Néfertiti, la reine Ti. On est tout de suite surpris par la couleur de ce visage plus foncé que celui de sa belle-fille. Ti n'est pourtant pas originaire du sud de l'Égypte, ni même noir. C'est le bois qui, avec le temps, s'est considérablement patiné, nous laissant cette impression. Really, Stéphane? Donc le bois a patiné. Ça veut dire que toutes les statues, toutes les sculptures, même dans la pierre, qui montrent des peaux noires, ont patiné avec le temps. Donc si des personnes comme ce monsieur, qui sont connus, reconnus pour être des spécialistes de l'histoire, se permettent de venir raconter n'importe quoi à une heure de grande écoute sur une chaîne télévisée très regardée, je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer en coulisses avec les pseudo-scientifiques, pseudo-archéologues, pseudo-égyptologues qui s'inventent des histoires et qui s'inventent des identités européennes dans le royaume de Kémet et qui ensuite publient des choses et imposent leur vision complètement erronée. C'est pourquoi on va parler maintenant des faits indiscutables. Le bois a patiné, ok. On va s'intéresser à l'ADN, on verra si l'ADN a patiné. Donc, on va commencer soft avec les faits indiscutables. On va commencer avec le taux de mélanine. Voilà, on va aller du plus discutable au plus du tout possible de discuter. Donc, on commence avec le taux de mélanine. Alors, bien évidemment, les tableaux, les graphiques sont très complexes. Il s'agit de science. On ne va pas rentrer dans la partie technique. Je vais juste vous dire que le taux de mélanine de toutes les momies testées, et il y en a plusieurs dizaines, ce sont des momies royales, eh bien, toutes présentent le même taux de mélanine que les Africains du Soudan actuel. C'est-à-dire que la nuance de couleur de peau est parmi les plus foncées qui existent sur Terre. Alors pour rappel très rapide, la mélanine, c'est cette petite molécule qui est à l'intérieur de tous les êtres vivants, que ce soit végétal, animal, être humain. Moins un individu possède de mélanine, plus sa peau est claire, voire même des fois transparente, plus ses cheveux sont clairs, plus ses yeux sont clairs. Au contraire, plus un individu possède de mélanine, plus sa peau est foncée, ses cheveux sont foncés, ses yeux sont foncés. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que la version originale de l'être humain est née avec un grand taux de mélanine. Je vous recommande, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller voir la vidéo sur la préhistoire où je vous explique en détail où est apparu l'être humain
Pourquoi il a cette couleur de peau? Pourquoi il a cette texture de cheveux? C'était tout simplement pour survivre dans cet environnement très exposé au soleil. Donc la version originale de l'humanité est africaine. Toutes les autres qui se sont développées par la suite sont des mutations. Pour en revenir au taux de mélanine qui est présent dans la peau des momies, je ne vais pas vous refaire toute la démonstration qui existe déjà dans des ouvrages bien détaillés. Donc, je vais vous laisser aller consulter l'œuvre de Cheranta Diop où il explique sa méthode en détail, sa méthode d'analyse du dosage de la mélanine. L'œuvre en question s'intitule « L'antériorité des civilisations nègres ». Vous pouvez également retrouver les résultats de cet examen dans le volume 2 de la collection encyclopédique « L'histoire générale de l'Afrique ». Plus exactement, vous allez dans la section qui s'intitule « Études et documents 1 ». Donc déjà, première preuve scientifique, la mélanine permet de savoir que les momies étaient africaines. Alors bien évidemment, après la réussite de ce test qu'il a présenté au colloque du Caire en 1974 et qui n'a pas pu être contesté et qui n'est toujours pas contesté depuis en 2020, eh bien lorsque le professeur Cheranta Diop a demandé de procéder à ce test sur les momies de Séti Ier, Toutankhamon et Ramsès II, et bien évidemment qu'on lui a refusé. Quand bien même sa méthode du dosage de la mélanine a été reconnue et validée par tous les scientifiques du monde entier qui étaient au colloque du Caire en 1974. Deuxième fait étrange, un laboratoire japonais a mis au point une machine extrêmement performante et moderne pour pouvoir de nouveau doser la mélanine des momies. Pareil, on leur a refusé. Pourquoi ? Parce que tous les vestiges les plus précieux, les plus importants de l'Égypte ne sont pas en Afrique, mais sont sortis, ont été capturés par des Européens, à savoir le musée de Berlin, le musée du Louvre, le musée de Londres et je ne sais combien de musées aux États-Unis. Résultat, ce sont les Européens qui ont le choix de décider à qui ils autorisent ou pas d'examiner le patrimoine historique de l'Afrique. Donc un descendant de ces momies ne peut pas étudier ces momies. Elles sont entre les mains de scientifiques, pseudo-scientifiques européens. Troisième fait étrange, le musée de Londres a procédé à un examen de la momie de Ramsès II concernant le taux de mélanine et il n'a jamais communiqué les résultats. C'est plutôt bizarre. Alors tous ceux qui vont venir dire dans vos oreilles « Ouais, mais c'est pas une méthode fiable, la mélanine, on sait jamais, c'est pas sûr, c'est pas comme l'ADN. » Attention, plusieurs scientifiques différents à différentes époques ont attesté qu'il est tout à fait possible d'établir l'ethnicité, l'identité ethnique d'un individu à partir de la mélanine. Le paléontologiste Ruffer l'avait démontré en 1911, donc ça date pas d'aujourd'hui. Il a été suivi de près par Rieti en 1912, qui est arrivé aux mêmes conclusions que lui. Et en 1967, c'est le scientifique Sanderson qui de nouveau confirme que grâce au taux de mélanine, on peut savoir si quelqu'un est africain, arabe, européen ou chinois. Donc voilà pour ce qui concerne la mélanine, c'est indiscutable. Toutes les momies qui ont été analysées en termes de taux de mélanine présentent un taux de mélanine qui correspond aux populations africaines. Maintenant, on va passer à la preuve ultime où là, tout le monde ferme sa bouche, l'ADN. Alors, autant certains diabolisent le professeur Cheranta Diop et tentent de le décrédibiliser parce qu'il est africain, autant concernant l'ADN, toutes les preuves ont été apportées par des Européens. Donc là, on ne peut pas les accuser de prêcher pour leur paroisse et de défendre leurs propres intérêts ou encore de se lancer dans une propagande biaisée. Alors, concernant les examens ADN, le plus fameux des scientifiques qui a travaillé sur des momies, sur l'ADN de momies, il s'agit de Svante Pääbo, un généticien suédois spécialisé dans l'archéologie. D'abord, il a analysé l'ADN de la momie d'un prince. Si vous voulez en savoir plus, c'est la momie numéro 721 du musée de Berlin. Ensuite, en 1986, il a renouvelé l'expérience, cette fois-ci avec l'ADN de la momie d'un prêtre. Dans les deux cas,
il a trouvé de façon indiscutable que l'origine de ces momies l'origine ethnique était africaine. Donc, concernant les travaux du professeur Svante Pääbo, je vous mets 2 sources en barre d'infos. Et Svante Pääbo est le plus connu, le plus éminent mondialement parce qu'il a été pressenti plusieurs fois pour obtenir des prix Nobel de sciences. Mais il existe tout plein de scientifiques partout dans le monde qui se sont intéressés à l'ADN des momies et qui ont obtenu des résultats indiscutables. On peut citer le professeur Scott Woodward qui mène des recherches au Québec, au Canada. En France, il y a la chercheuse du CNRS Béatrice Midan-Rennes. Il y a également l'anthropologue Éric Croubézy qui travaille à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Je vous mets toutes les sources de leurs résultats, de leurs interventions, de leurs interviews dans la barre d'infos. Donc je ne vais pas citer tous les scientifiques sérieux, fiables, honnêtes, intègres et qui ont prouvé l'origine ethnique africaine des habitants de Kemet parce que ça prendrait tout l'épisode, mais il y en a énormément, sauf que leurs résultats n'apparaissent jamais dans des grands médias de masse. Donc ces résultats ne sont connus que par une toute petite élite minuscule de scientifiques et encore, la moitié d'entre eux rejettent ou bien sont sceptiques et ne font pas circuler l'information et ne tiennent pas compte de l'information. Et le plus drôle avec ces études ADN, c'est que comme elles sont menées par des Européens, dans des laboratoires européens, où il n'y a quasiment que des employés européens et des laborantins européens, eh bien lorsqu'ils trouvent un ADN nègre, un ADN africain, ça ne peut pas venir d'une contamination pendant le processus d'analyse en laboratoire, puisqu'il n'existe pas d'Africains dans l'environnement de l'échantillon. Oui, il faut vraiment penser à tout parce que vous avez vu le degré de mauvaise foi auquel on fait face avec l'histoire de Stéphane Bern et de son bois qui patine. Toujours concernant l'ADN, cette fois, on va s'arrêter sur l'étude la plus récente qui confirme sans aucun équivoque l'africanité des habitants de Kemet. Alors en 2012, le laboratoire DNA Tribes a analysé l'ADN de 3 momies très connues de nous tous. Amenhotep III qui a mené le royaume de Kemet à son apogée, c'est-à-dire dans sa pleine puissance, dans sa pleine richesse, son fils Akhenaton et son petit-fils Toutankhamon. L'ADN a pu confirmer qu'effectivement l'un était le père de l'autre, l'un était le fils de l'autre, mais surtout on a retrouvé des marqueurs génétiques qui ne sont présents que dans les populations africaines du sud du Sahara. D'autre part, la façon dont ces tests sont procédés, c'est qu'on prend l'ADN de la momie et on la compare à des échantillons d'ADN de plusieurs populations différentes. Et on va regarder ensemble les résultats de la compatibilité pour chacune de ces 3 momies. Attention, écoutez bien, prenez vos calepins et notez. Amenhotep, le roi le plus riche et le plus puissant de l'histoire de Kemet, l'indice de compatibilité avec des Africains est de 222. L'indice de compatibilité de son ADN avec des Européens est de 3,9 et l'indice de compatibilité avec des Arabes est de 5,5. Je récapitule. 222 contre 3,9 ou 5,5. Clairement, il n'y a pas de doute possible. La compatibilité de l'ADN du roi Amenhotep III se rapproche des populations africaines. Mais attendez, avant qu'on passe à la momie numéro 2, on a l'ADN qui prouve que la compatibilité est beaucoup plus supérieure avec les Africains qu'avec d'autres peuples. Mais voyons comment à l'époque du royaume de Kemet, le roi Amenhotep III était représenté. Mais c'est quoi cette peinture? La peinture a patiné aussi parce que sa peau est foncée. Il a même un afro.
C'est quoi? C'est l'humidité qui a fait ses cheveux gonfler sur la peinture? On continue plus sérieusement avec la momie numéro 2 qui est celle de son fils Akhenaton. Indice de compatibilité avec les Africains pour Akhenaton, 381. Indice de compatibilité avec les Européens, 10,4. Indice de compatibilité avec les Arabes, 2,8. Voilà. Et enfin, la troisième momie, le petit-fils d'Amenhotep, le fils d'Akhenaton. Il s'agit de Toutankhamon que vous devez très bien connaître. Pour ceux qui par hasard ont raté l'info, c'est celui qui est représenté avec ce masque funéraire doré et qui est l'un des plus connus tout simplement parce que sa tombe était remplie de trésors et que c'est l'une des tombes les plus intactes qui ait jamais été retrouvée concernant le royaume de Kemet. J'espère que vous avez toujours votre petit calepin pour noter. Indice de compatibilité avec les Africains concernant Toutankhamon, 1328. Indice de compatibilité avec les Européens, 5,9. Indice de compatibilité avec les Arabes, 10,9. Je vous mets les sources des chiffres que je vous ai donnés là. Il s'agit des résultats de cette étude de 2012 du laboratoire DNA Tribes. Une autre analyse ADN très importante a eu lieu en 2012, passée sous silence également. C'est celle de Zahi Hawass, analyse qu'il a menée sur la momie de Ramsès III. Alors déjà, je vais vous donner l'indice de compatibilité. Avec les Africains, c'est 335. Avec les Européens, c'est 1,4. Et avec les Arabes, c'est 5,1. Mais ensuite, Zahi Hawass a trouvé le gène E181A qui est typiquement africain. Il n'existe que chez les Africains ce gène. Donc, une fois qu'on a trouvé ce gène dans la momie de Ramsès III, on sait que nécessairement, il n'y a même plus histoire de pourcentage de compatibilité, il est africain, point barre. Est-ce que toutes ces études sont relayées massivement dans les médias traditionnels? Pas du tout! Par contre, nombreux sont ceux d'entre vous qui ont entendu parler de l'analyse ADN de 2017 effectuée par l'Institut Max Planck en Allemagne. Cet examen qui a été mené par Johannes Kross a démontré que des momies, l'ADN de certaines momies avait été analysé et n'était pas africain. Il était oriental, européen, bref, autre qu'africain. Là, comme par hasard, ça a fait les gros titres de tous les journaux. Toutes les télévisions en ont parlé, ça a été partout. Non mais c'était vraiment comique. En fait, le déséquilibre est tellement flagrant que ça en devient ridicule. C'est-à-dire que des études qui sont faites dans la maîtrise de la science, dans le respect des règles, sont totalement ignorées et des choses complètement falsifiées, menées de façon bancale, sont mises en avant. Je vais vous démontrer que c'était bancal. Parce que bien évidemment, mon nez n'est pas très long, mais je vais le mettre dans ce genre d'endroit là où ça sent bizarre, je le rapproche de l'odeur. Donc 2017, quand j'ai entendu et j'ai vu partout des momies, 191 momies retrouvées et testées du royaume de Kemet. Ce ne sont pas des Africains, les momies sont européennes, on vous l'avait dit. Forcément, je me dis, il y a une odeur bizarre, rapprochons-nous pour voir quelle est cette odeur. Donc, je me suis procuré les résultats de cette étude. Et quelle n'a pas été ma surprise? Non, je n'ai pas du tout été surprise. Mais en tous les cas, ça a confirmé que ce n'était pas fiable, que les gros titres ont retenu ce qu'ils voulaient au point de déformer totalement la réalité de cette analyse. La première des choses à bien comprendre concernant cette analyse de 2017 qui nous est sortie de partout, si vous tapez ADN momie, les 10 premiers résultats que vous allez obtenir sur le moteur de recherche, ça va concerner cette étude de 2017 qui veut prouver selon elle que les habitants de Kemet n'étaient pas africains. Mais ce qu'ils omettent de dire, c'est le lieu du prélèvement des momies. Ces momies ont été retrouvées à la frontière de l'empire Kemet. Dans le sens africain, c'est la frontière sud. Ceux qui connaissent le vrai sens de l'Afrique comprendront. Dans le sens européen, c'est la frontière nord. Et cet endroit n'est pas anodin.
Parce qu'à l'époque où ont vécu ces momies-là, il y avait des invasions de toutes sortes, notamment des invasions du peuple Hyksos qui était un peuple asiatique, des invasions perses, des invasions arabes et des invasions grecques. Donc nécessairement, c'était une frontière à défendre. Il y avait de nombreux combats pour essayer de repousser ces étrangers. Parfois, ces différents étrangers ont gagné du terrain et se sont installés quelques années, le temps de se faire dégager par la suite par les habitants de Kémet, par l'armée de Kémet. Donc cette zone-là a été vraiment une zone où il y a eu tout le temps des peuples qui ont essayé de pénétrer dans le royaume en venant essayer de manger du terrain et s'installer. Donc ces momies ne sont pas nécessairement représentatives du peuple de Kémet. Aujourd'hui, si à Marseille, on va dans un cimetière et qu'on prélève une centaine de cadavres, on va trouver un grand pourcentage de personnes arabes. Ces personnes arabes ont été enterrées sur le territoire français à la manière des Français parce qu'ils sont installés en France depuis quelques années. Pour autant, ces personnes arabes ne sont pas représentatives du peuple français originaire de la Gaule. Donc déjà, en fonction des périodes, ça change tout. Parce que si on retourne dans ce même cimetière et qu'on prélève des cadavres de l'époque 1800 en France à Marseille, on n'aura clairement pas le même échantillon de personnes, les mêmes origines. On aura nécessairement des personnes qui sont soit à 100%, soit à plus de 90% des Français de souche originaires de la Gaule antique. Donc déjà, le lieu est important et la période est importante. Et en l'occurrence, le lieu où ont été prélevées les momies pour l'étude de l'analyse de l'ADN en 2017, ce lieu-là, et à l'époque des momies, eh bien ce n'est pas représentatif de la population de Kémet, puisqu'on était à une frontière où il y avait clairement des invasions, et notamment des invasions orientales avec les Perses, les Arabes, et des invasions européennes avec les Grecs. Donc déjà, l'échantillon de momies n'est pas fiable par rapport à l'époque et au lieu où elles ont été trouvées. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils étudient l'ADN de momies qui sont à l'opposé de là où vivait la population de Kémet, au lieu d'aller prendre les momies qui sont dans les tombes royales, où là, on est sûr que ce sont des habitants de Kémet, parce que la royauté n'était accessible qu'à des habitants de Kémet. Il y a une deuxième donnée qui n'est pas révélée dans les médias, mais qui apparaît dans les résultats de cette étude, c'est que le processus de momification n'a pas été complet et n'a pas été réalisé de façon performante. Donc, c'est comme si les personnes qui ont procédé à la momification n'étaient pas des experts et l'ont fait un peu de façon rudimentaire. Ce qu'on peut peut-être interpréter, mais là c'est tout à fait personnel, c'est que ces personnes n'étaient pas justement des personnes de Kémet, mais peut-être admiraient le fait de pouvoir être momifié et que le corps soit correctement conservé. Quand vous immigrez quelque part, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous adoptez certaines coutumes locales. On le voit, je vais reprendre l'exemple de Marseille, avec les populations arabes, avec les populations africaines qui sont venues s'installer à Marseille et qui de plus en plus mangent à la française, parlent la langue française, se font enterrer à la française, adoptent des tenues vestimentaires françaises, etc. Et bien là, c'était la même chose. Des immigrés étrangers sont venus pour s'installer. Ils essayent d'envahir. Il y a des guerres qui duraient à l'époque, qui pouvaient durer des dizaines d'années. Pendant cette dizaine d'années, l'étranger avait gagné du terrain sur le royaume de Kémet, dans cette zone-là. Ils s'étaient installés là. Ils avaient eu des échanges, évidemment, avec les habitants de Kémet. Ils ont pu observer aussi que les habitants de Kémet se faisaient momifier. Ils ont pu peut-être adhérer à cette pratique et eux-mêmes chercher à se faire momifier. Sauf que, comme ils n'étaient pas des résidents, ils n'étaient pas des locaux, eh bien, ils n'avaient pas accès aux personnes expertes qui maîtrisaient la momification. Donc, on les a momifiés, mais pas avec un aussi grand soin que les habitants de Kémet. Et la troisième chose qu'on ne nous dit pas dans les médias et dans les gros titres, ça en devient presque risible, c'est qu'on nous annonce que 191 momies ont été retrouvées.
Et la façon dont c'est formulé, on croirait que ce sont les 191 momies qui ont été testées et qui montrent par leur ADN qu'elles ne sont pas africaines. Or, finalement, on se rend compte que sur 191 momies trouvées, eh bien, seulement 3 ont été testées au niveau de l'ADN. Je répète, sur 191 momies trouvées, seulement 3 ont été étudiées au niveau de l'ADN. Pourquoi? Parce que les autres momies étaient en mauvais état ou parce qu'il y a eu contamination sur les échantillons de certaines momies ou parce que des échantillons n'étaient pas suffisamment, ne possédaient pas suffisamment d'ADN. Donc, au final, il n'y a que 3 momies qui ont présenté tous les critères qui permettent d'étudier l'ADN. Donc, au final, les gros titres, c'est 151, je crois que c'est 151, pas 191. 151 momies trouvées, testées. En fait, il n'y en a pas 151 qui ont été testées, seulement 3, d'accord? Et 3, ce n'est pas représentatif pour des millions de personnes qui ont peuplé le royaume de Kemet sur 3000 ans de règne. Surtout quand ces momies ne sont pas de lignée royale et qu'on peut douter, vu la localisation géographique, que ces momies soient véritablement ressortissantes du royaume de Kemet. Il existe des momies dans les grandes mégalopoles, les grandes cités ultra développées où vivaient des centaines de milliers d'habitants de Kemet. Pourquoi on ne teste pas leur ADN à ces personnes-là qui habitaient dans les agglomérations Kemet? Pourquoi on ne teste pas les ADN des familles royales? Quand on les teste, elles sont africaines. Mais par contre, on va légitimer des gens qui sont à la frontière dans une période où il y avait des invasions. Et là, on va dire, ces momies-là, par contre, elles ne sont pas africaines, elles, on les retient. Donc voilà pour les faits indiscutables. D'un côté, on a des analyses, des tests, des recherches qui sont effectuées en respectant des protocoles scientifiques stricts et sérieux. Et d'un autre côté, on a des choses tout à fait bancales, obscures, qui en plus donnent lieu à des interprétations malhonnêtes par les médias. Et face à ces faits indéniables, qu'est-ce qu'on a en face du côté des détracteurs? Des gens pseudo-historiens, pseudo-archéologues, ce qu'on appelle des égyptologues, la secte des égyptologues. Ils viennent nous dire: oui, mais attendez, Ramsès a les cheveux roux, en plus ses cheveux sont détendus, ils sont raides, donc Ramsès II n'était clairement pas africain. Alors, ces pseudo-scientifiques ne sont même pas au courant que oui, il existe des Africains roux sans métissage. C'est tout à fait possible. Je vous mets la preuve en photo de mes propres rencontres avec des personnes rousses en Guyane. Certains me répondront: oui, mais la Guyane, c'est un brassage ethnique, il y a eu beaucoup de métissage depuis l'esclavage et tout ça, on a ramené des gens, ils se sont métissés avec des Amérindiens, avec des Européens, tout ça, tout ça. J'ai donc demandé à chaque personne, en remontant jusqu'à l'arrière-grand-père: est-ce que tes parents sont africains? Oui, les 2. Est-ce que tes grands-parents sont africains? Oui, les 4. Donc a priori, jusqu'à certaines générations, ils sont africains sans métissage et pourtant ils se retrouvent avec des cheveux roux. À savoir que la femme africaine est capable d'enfanter n'importe quel type d'aspect. Des yeux bridés, des nez aquilins, des yeux verts, des cheveux roux. Donc oui, une femme africaine et un homme africain non issu de métissage peuvent mettre au monde un enfant africain roux. Donc Ramsès II aurait très bien pu être africain et roux, ce n'est pas indissociable. Deuxième argument concernant la couleur des cheveux de Ramsès II, eh bien sachez que Ramsès II est décédé aux alentours de 90 ans. Donc clairement, il avait certainement les cheveux blancs. Or, les habitants de Kemet, que ce soit les familles royales, que ce soit les villageois, les ouvriers, les nobles, prenaient extrêmement soin de leur apparence. Et notamment dans les familles royales, eh bien, les cheveux blancs étaient un aveu de faiblesse. Donc, il fallait les masquer. Et les habitants de Kemet utilisaient l'aîné pour pouvoir teindre leurs cheveux et garder leurs cheveux noirs toute leur vie. La teinture à l'aîné est attestée dans de nombreux papyrus qui en parlent. Le cheveu était très important pour les habitants de Kemet. Donc, il existe une grande documentation dessus. Donc, les habitants de Kemet se teignaient à l'aîné.
Si Ramsès II est mort aussi âgé, il y a fort à parier qu'il se teignait les cheveux à l'aîné. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé l'aîné, mais ceux qui l'ont utilisé savent que l'aîné change de couleur au bout de plusieurs jours et tend vers le brun clair. Donc sur des cheveux blancs, ce brun clair peut tirer vers le roux. Voilà pourquoi, quand bien même Ramsès II n'aurait pas été roux naturellement, eh bien après son décès, l'aîné aurait changé de couleur et les cheveux actuels ont gardé cette décoloration par l'aîné. Troisième argument, cette fois-ci, ça concerne le fait de dire que Ramsès II, sa momie, a les cheveux raides. Eh bien, pour le processus de momification, les experts qui pratiquaient ça utilisaient des solutions alcalines dont la propriété est de détendre le cheveu. Voilà pourquoi il est tout à fait possible que Ramsès II ait eu des cheveux crépus, mais qu'au contact prolongé de cette solution alcaline utilisée pour le momifier, eh bien, ses cheveux se soient détendus. Et ce qui est drôle avec ce genre de théorie des détracteurs qui viennent dire « Ouais, mais Ramsès II, il est roux, donc tous les habitants de Kémet étaient forcément blancs. » Ce qui est drôle, c'est que les nombreuses momies qui ont les cheveux crépus, qui ont des tresses, qui ont des locks, qui ont des cheveux bouclés et surtout qui ont la peau noire. Eh bien, on ne prend jamais ces exemples-là. On va toujours s'arrêter sur la seule momie rousse. À vrai dire, il y en a deux. Celle de Ramsès II et celle de Hatshepsut. Mais Hatshepsut est décédée aux alentours de 50 ans. Donc, encore une fois, elle a eu le temps d'avoir des cheveux blancs, de vouloir les teindre à l'aîné, ou alors elle a pu elle-même être rousse naturellement. Donc sur les centaines, et quand je dis des centaines, c'est plusieurs centaines de momies retrouvées, deux seulement sont rousses. On se sert de ces deux-là pour dire les habitants de Kémet étaient européens parce qu'on a trouvé deux momies rousses. Mais comme la mauvaise foi est sans fin, si jamais ils trouvent à redire pour l'ADN, pour le taux de mélanine, pour le fait qu'on puisse voir des momies avec la peau brune, avec les cheveux crépus et des tresses, pour le fait qu'on puisse voir des peintures et des sculptures qui montrent des habitants de Kémet africains comme Jaja. Eh bien, si les amateurs de mauvaise foi rejettent tout ça, il reste quand même le témoignage de leurs propres ancêtres, c'est-à-dire les Grecs de l'Antiquité, qui ont rencontré les habitants de Kémet et qui, pour certains, sont allés s'installer, vivre de nombreuses années dans le royaume de Kémet. Et c'est là que je vous recommande de nouveau l'ouvrage de Nusere Kalala Omotunde qui s'intitule L'origine négro-africaine du savoir grec. Parce que dedans, il vous a rassemblé tous les témoignages des Grecs de l'Antiquité qui décrivent la population qu'ils ont vue avec des cheveux qu'ils comparent à la laine des moutons, avec un teint de peau qu'ils comparent au charbon. Les Grecs avaient un mot et un unique mot pour dire charbon, donc il n'y a pas plusieurs interprétations possibles. Ils parlent de leur nez large, ils parlent de leurs lèvres épaisses. Donc dans ce livre, vous avez des témoignages de Diodore de Sicile, d'Hérodote, de Pythagore, ce fameux mathématicien qui en fait n'est autre qu'un élève d'un prêtre Kémet. Pythagore est allé s'installer 22 ans dans le royaume de Kémet pour apprendre les mathématiques. Il a été initié à la géométrie,
il est revenu chez lui, il a répandu le peu qu'il avait retenu. Donc Pythagore est bien placé pour pouvoir décrire les habitants de Kémet puisqu'il y est resté 22 ans. Thalès est resté également très longtemps et a habité à Kémet, et Thalès également est revenu avec certains enseignements qu'il a essayé de répandre en Grèce. Aristote aussi, Aristote a décrit les habitants de Kémet. Donc on a déjà des gens contemporains qui ont décrit ce qu'ils ont vu, leur propre expérience, avec des mots qui ne laissent absolument pas de doute. Je vais vous citer des passages de leurs propres écrits. On commence avec Échille, qui a vécu entre moins 526 et moins 426 avant notre ère, qui est un auteur tragique grec et qui mentionne dans sa description des Égyptiades à propos d'un navire du royaume de Kémet, il dit « Je distingue l'équipage avec ses membres noirs sortant des tuniques blanches ». Ensuite, on a Hérodote qui est un historien et géographe très reconnu dans le milieu européen et qui est considéré même par certains comme le père de l'histoire occidentale. Eh bien, il a visité le royaume de Kémet vers moins 450. À propos de sa description du peuple, il a utilisé les termes, ouvrez les guillemets, la peau noire et les cheveux crépus. Et pour dire noir, il a employé le terme grec mélachroé, qui signifie peau noire. Et pour cheveux crépus, il a utilisé oulitrique. Donc ceux qui connaissent le grec ancien savent qu'il n'y a pas différentes significations pour ces deux mots-là, elles sont uniques. Ensuite, il y a aussi Aristote qui a vécu entre moins 384 et moins 322, qui est un philosophe grec et qui a exprimé dans son œuvre De Coloribus, qui a exprimé que les habitants du royaume de Kémet et les habitants du royaume de Couche, qu'on appelle aussi les Nubiens et qui se situent actuellement dans le Soudan, eh bien, il les a déterminés avec le terme Agan Melanes, ce qui signifie excessivement noir. Et pour finir sur les témoignages grecs, il y a aussi le géographe Strabon, qui lui est beaucoup plus récent, qui a vécu entre moins 57 et 25 de notre ère, et qui lui a confirmé encore une fois, et là on est à 400 ans après Hérodote, et bien 400 ans après, il décrit encore des habitants de Kémet noirs. Et il précise même, ouvrez les guillemets, les Égyptiens sont plus noirs que les Hindous. Vous pouvez retrouver les propos exacts de Strabon dans son livre intitulé Géographie, c'est le tome 1, et c'est le chapitre 3, page 20 à 21. Vous avez également, toujours dans le livre 1, dans le chapitre 3, la page 10. Et ces témoignages de personnes étrangères européennes qui ont vécu à l'époque de Kémet, qui ont vécu à l'époque de Couche, ne sont pas les seuls. Par la suite, d'autres Européens sont venus témoigner du fait que les habitants de Kémet étaient des Africains, notamment le comte de Volnay, qui s'est destiné à une carrière de géographe dans les années 1780 et qui a donc visité l'Égypte pendant 4 ans. À cette période, bien évidemment, la région ne s'appelait plus le royaume de Kémet, mais l'Égypte. Et il n'y a pas que le nom qui a changé, la population aussi, puisqu'entre-temps, le royaume de Kémet s'est effondré, il y a eu diverses invasions, diverses installations politiques étrangères et les Arabes ont fini par être les derniers conquérants, ce sont les derniers à être arrivés. Ils ont conquis la région, ils s'y sont installés et depuis, ce sont eux qui peuplent toute la région du Maghreb, notamment l'Égypte. Je vais vous lire des extraits du 3e tome de son œuvre « Voyage en Égypte et en Syrie ». À la page 66, Volnay écrit « Ouvrez les guillemets, c'est-à-dire que les Égyptiens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. Fermez les guillemets. Ensuite, à la page 67, il poursuit « Quel sujet de médiation de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave et l'objet de notre mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. » Et un peu plus tardivement encore, entre les années 1810 et 1840, eh bien Jean-François Champollion, lui aussi se prend de passion pour l'Égypte et notamment pour les vestiges du royaume de Kémet. Eh bien, hormis la pierre de Rosette qu'il a réussi à traduire, il a également réussi à comprendre une hiérarchisation des communautés ethniques qui avait été élaborée par les habitants de Kémet. Et donc, on retrouve les habitants de Kémet tout au-dessus, ensuite les habitants de Couche, ensuite les habitants orientaux, tous les peuples sémites, et en dernier,
les habitants de l'Europe qui sont vraiment perçus à l'époque comme des barbares, comme des sauvageons, qui n'ont pas d'hygiène, qui n'ont pas de villes, d'agglomérations sophistiquées, développées, qui vivent dans des huttes en paille ou dans des grottes, qui n'ont pas de parfums, qui n'ont pas de bijoux élaborés, qui pour la plupart sont nomades et se déplacent en fonction des animaux. Ils n'ont pas de système d'égout, ils n'ont pas de maison à étage, ils n'ont pas de temple bâti dans la pierre, ils ne maîtrisent pas les mathématiques, ils ne maîtrisent pas l'astronomie, ils ne maîtrisent pas le climat, ils n'ont pas de calendrier avec 12 mois et 365 jours. Ils craignent le tonnerre, ils craignent la foudre, ils ne connaissent pas les dates exactes des éclipses, des équinoxes. Bref, les Européens sont perçus par les habitants de Kemet comme vraiment les derniers de l'humanité. Et Champollion arrive à saisir cette information et la retranscrit dans son œuvre. Ouvrez les guillemets. Enfin le dernier, à la teinte de peau que nous nommons couleur de chair ou peau blanche, le nez droit, les yeux bleus, barbe blonde ou rousse, vêtu de peau de bœuf, conservant encore son poil, véritable sauvage, tatoué sur diverses parties du corps, on les nomme Tamou. Je ne m'attendais certainement pas en arrivant à Biban El Molouk à trouver des sculptures qui pourraient servir de vignettes à l'histoire des habitants primitifs de l'Europe. Leur vue a toutefois quelque chose de flatteur et de consolant, puisqu'elle nous fait bien apprécier le chemin que nous avons parcouru depuis. Dans cet extrait, Champollion admet de façon très honnête qu'à l'époque du royaume de Kemet et du royaume de Kush, les Européens étaient effectivement primitifs dans leur mode de vie, dans leur spiritualité, dans leurs connaissances. Ils étaient extrêmement sous-développés par rapport aux Africains. Et donc, à la fin de cet extrait, Champollion nous dit que quand bien même il admet qu'ils ont été primitifs en tant qu'Européens, eh bien aujourd'hui ils peuvent se vanter d'avoir rattrapé ce retard et d'avoir évolué. Et à tous les détracteurs qui comme d'habitude vont arriver sans preuve pour dire non mais en fait ils ont confondu noir et peau mate parce qu'en fait les Arabes sont foncés aussi, ils sont pas tout à fait blancs, donc ce sont des Arabes qu'ils décrivaient. Champollion a fait la distinction entre les Arabes et les habitants de Kemet. Ouvrez les guillemets, ce peuple infortune qui n'a rien de commun avec les Arabes, ni pour le langage, ni pour l'apparence physique. C'est à la page 60 du livre Égypte ancienne, dont les auteurs sont Champollion et Figeac, et qui a été publié en 1839. Alors tous ces extraits pour vous dire que ce soit les savants grecs de l'époque du royaume de Kemet ou que ce soit par la suite les premiers archéologues, les premiers scientifiques européens qui ont été voir les vestiges du royaume de Kemet des siècles plus tard, eh bien tous ont décrit des Africains sans aucune ambiguïté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ces époques, que ce soit dans l'Antiquité ou après l'Antiquité, jusqu'au début de l'esclavage, il n'y avait aucun problème pour les Européens de reconnaître la supériorité scientifique, technologique, intellectuelle, spirituelle. Et le racisme est arrivé très récemment. Le fait de considérer les Africains plus proche des animaux que de l'humain, le fait de mépriser l'Africain, le fait de le dévaloriser et de s'acharner à sa destruction est un phénomène tout à fait récent dans le temps et dans l'échelle de l'humanité en Afrique. C'est-à-dire que le royaume de Kemet a régné pendant 3000 ans. Aucune autre nation sur Terre n'a traversé autant de temps en étant riche, prospère, puissant et en influençant le reste du monde. Donc les Africains, simplement en comptant la partie du royaume de Kemet, ont déjà 3000 ans de puissance sur Terre, ce qui est un record qui est totalement inégalé par aucune autre communauté. Donc quand vous prenez 3000 ans de puissance, de richesse, de science extraordinaire et que vous les comparez aux 300 ans d'esclavage, on se rend bien compte que l'esclavage est un épiphénomène dans toute l'histoire de l'Afrique. Si en plus on rajoute derrière les grands empires, les grands royaumes qui ont suivi après l'effondrement de Kemet, on gagne encore plusieurs millénaires de puissance, d'érudition, de richesse, de beauté et d'excellence. Donc la grandeur de l'Afrique a duré plus de 4000 ans. Et donc c'est la pratique de l'esclavage par les Européens qui a créé cette idée complètement conceptuelle et abstraite de race humaine. Donc le racisme ne repose absolument sur rien de sensé,
rien de matériel et de tangible. C'est-à-dire que quand une personne méprise un Africain, en réalité, il a simplement intégré un conditionnement de sa pensée, conditionnement qu'on peut défaire à tout moment de sa vie sur un choix personnel par rapport à des recherches, par rapport à un enrichissement en termes de connaissance de l'autre. Mais en tout cas, l'idée que les Africains sont des êtres particulièrement inférieurs, particulièrement faibles, particulièrement polygames, particulièrement criminels ou je ne sais quoi, ce ne sont pas des faits avérés. Le seul fait avéré, c'est que la civilisation africaine est celle qui existe depuis le plus longtemps et c'est également celle qui enregistre le record en termes de connaissances, qu'elles soient scientifiques ou autres, le record en termes de savoir-faire et qui est également pionnière dans absolument tous les progrès de l'humanité. Tout ça pour en revenir au fait que lorsque les savants grecs ont témoigné de ce qu'ils ont vu comme type de population, lorsque le comte de Volney ou bien Champollion ont témoigné de ce qu'ils ont vu dans les vestiges, dans les momies, dans les faits, eh bien ils l'ont fait de façon honnête et de façon neutre. Ce n'est qu'à la période de la colonisation, qui est très récente dans notre histoire, que la communauté scientifique qui était issue de ce conditionnement au racisme a commencé la falsification de l'histoire, c'est-à-dire à nier le fait que les Africains sont intelligents et sont capables d'accomplir des choses monumentales. Il a fallu pour eux effacer totalement la grandeur des civilisations africaines en effaçant le fait que les habitants de Kemet étaient africains, tout simplement parce que ça ne cadrait pas avec le fait de fouetter, de violer et de massacrer toute une population. Si jamais en plein esclavage et en pleine colonisation, la communauté scientifique européenne reconnaissait que le royaume de Kemet, qui a tout apporté à l'humanité, ce sont des Africains, eh bien ils auraient mis les gouvernements européens dans une posture très délicate, puisque ça voudrait dire qu'ils sont en train de massacrer les pères de l'humanité. Donc pour faire taire d'éventuelles contestations des peuples européens qui n'ont rien à voir avec les gouvernements européens, eh bien pour éviter que les peuples européens se lèvent, se dressent contre l'esclavage, contre la colonisation, parce qu'ils auraient réalisé qu'on leur a menti, que les Africains ne sont pas de simples sauvages qui se baladent avec des feuilles de banane à moitié nues et qui sont dangereux avec des dents pointues et des os dans le nez. Ils auraient compris qu'ils doivent absolument tout de leur civilisation aux Africains, que la situation est injuste et ils auraient forcément fait en sorte de cesser l'esclavage beaucoup plus tôt, ce qui aurait effondré économiquement à la fois les gouvernements et à la fois les millionnaires de l'époque. Donc cette communauté scientifique qui a falsifié l'histoire du royaume de Kemet en faisant croire partout, dans les livres, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, jusqu'aux costumes d'Halloween et de carnaval, eh bien cette communauté n'est autre qu'une secte mal intentionnée qui agit dans l'intérêt des gouvernements, dans l'intérêt des puissants et des milliardaires. D'ailleurs, la plupart de ces scientifiques, leurs recherches, que ce soit des fouilles archéologiques ou des examens en laboratoire, la plupart de leurs recherches sont financées par ces mêmes milliardaires qui ont de gros intérêts dans le pillage de l'Afrique et dans l'exploitation des Africains. Alors malgré cette secte scientifique, on va récapituler ce qui prouve que les habitants de Kemet étaient africains, l'ADN, le taux de mélanine, les peintures et les sculptures qui représentent les habitants de Kemet et enfin les témoignages de leurs contemporains grecs. Et si malgré tout ça, quelqu'un n'est pas convaincu alors que ce sont des preuves tangibles, il faut faire jouer à ce moment-là son bon sens, la logique. Et la logique est la suivante. Une exposition intense et prolongée au soleil n'est pas supportable pour les humains leucodermes, donc qui sont peu pourvus en mélanine, c'est-à-dire les personnes claires de peau, européennes, asiatiques, arabes, etc. Eh bien, pour ces personnes, l'exposition au soleil est dangereuse. Elle provoque des brûlures très graves qui vont jusqu'au 3e degré. Elle provoque aussi sur le long terme des cancers de la peau. J'en veux pour preuve que la communauté européenne installée en Australie souffre du plus gros taux de cancer de la peau au monde parce qu'ils sont sur une latitude qui est extrêmement exposée et que leur organisme n'est pas fait
pour supporter cette exposition. L'Australie a le taux de cancer de la peau le plus élevé au monde. Plus de 50% de la population développera une forme de ce cancer au cours de sa vie. Cette prédisposition au cancer est liée au fait de vivre dans l'hémisphère sud. Nous avons les taux les plus élevés de rayonnement UV. Les causes sont aussi génétiques, une large proportion de notre population étant originaire d'Europe du Nord, de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Écosse. À la différence de cette population à peau claire, les aborigènes à la peau mate sont parfaitement adaptés à l'environnement. Ils développent 10 fois moins de cancer de la peau que les Australiens d'origine européenne. La théorie selon laquelle la peau mate s'est développée comme une protection contre le cancer de la peau semble crédible. L'exposition au soleil intense et prolongée n'est supportable que pour des peaux très foncées et donc pour des Africains. La preuve, c'est que les Arabes qui ont envahi le Maghreb, qui se sont installés au Maghreb, aujourd'hui, ce sont des populations qui se couvrent de la tête aux pieds. Certains d'entre eux pensent que c'est pour des raisons religieuses. En réalité, c'est pour des raisons biologiques, à savoir que leur peau serait attaquée par le soleil et serait brûlée. Contrairement aux habitants de Kemet qui étaient très dénudés, les hommes, pour la plupart, que ce soit des prêtres, des scribes, des ouvriers, des agriculteurs, des menuisiers, des personnes parmi la noblesse ou tout simplement le roi et la reine, toutes ces personnes-là portaient très peu de vêtements et des vêtements très légers. Donc les hommes se couvraient plutôt le bas du corps, du nombril jusqu'aux genoux. Leurs jambes étaient exposées au soleil, leur torse était exposé au soleil, leur visage était exposé au soleil. Et les femmes portaient des tuniques transparentes pour la plupart, je répète, transparentes, dans énormément de représentations sur des murs, sur des vases, sur des peintures. On retrouve des femmes qui sont soit avec un sein nu, soit avec des robes qui couvrent leurs seins, mais qui sont transparentes. Une autre population que la population africaine n'aurait pas pu s'habiller comme ça pendant 3000 ans sans souffrir de graves problèmes de santé, de graves brûlures. Donc voilà une preuve supplémentaire qui repose sur la logique, sur le bon sens, sur la capacité d'observation. Du coup, avec toutes ces preuves, on se demande comment autant de personnes continuent de ne pas savoir que les habitants de Kemet étaient africains. Eh bien, tout simplement parce que le cerveau humain donne la priorité au visuel. De tous nos sens, c'est le sens visuel qui est le plus fort et qui va le plus impacter notre cerveau. Donc, lorsque votre esprit voit des milliers de fois pendant son enfance des représentations des habitants de Kemet uniquement blancs, européens ou bien arabes, eh bien votre cerveau, quelles que soient les autres preuves qu'on va lui emmener qui ne sont pas des images, votre cerveau va continuer d'intégrer l'image d'habitants de Kemet, blancs ou arabes. Et nos cerveaux ont été imprégnés pendant toute notre enfance, notre adolescence, notre vie adulte par énormément de supports visuels qui montraient des habitants de Kemet à la peau claire et aux cheveux raides. C'est le cas dans les films, du plus ancien au plus récent. Tous les films, séries, dessins animés hollywoodiens ont montré des habitants de Kemet blancs. On peut citer par exemple les 10 commandements réalisés par Cecil B. DeMille dans les années 1950, si je me rappelle de... C'est 1956 si je dis pas de bêtises. Dans ce film, tous les acteurs principaux sont blancs. Même les prêtres qui sont des acteurs secondaires sont blancs. Même les figurants sont blancs. Et ce qui est très drôle, c'est que dans l'une des scènes du film, Cecil B. DeMille a pris le soin de reconstituer de façon fidèle ce qui existe en Égypte en ce moment comme vestige. Il a reconstitué fidèlement et on peut constater que le pharaon qui est sur le char, sa couleur de peau est foncée et n'a rien à voir avec la couleur des acteurs qui sont devant le mur reconstitué. Donc c'est vraiment que des incohérences comme ça qui sont très comiques. Plus récemment, il y a eu le film Exode d'un côté, le film Les dieux de l'Égypte de l'autre. À chaque fois, on se retrouve avec des habitants de Kemet joués par des blancs, avec des divinités africaines jouées par des blancs. Tout ça imprègne notre
cerveau comme une tache d'encre qui sera difficile à enlever une fois qu'elle est déjà incrustée. Du côté des dessins animés, on a le prince d'Égypte, on a Joseph, on en a plein en fait, des dessins animés qui montrent soit des personnages arabes, soit des personnages blancs, mais jamais de personnages africains. C'est pareil dans les livres. Pour contrer tout ça, il n'y a pas de secret, il va nous falloir superposer toutes les images erronées avec la réalité, c'est-à-dire des dessins animés avec des personnages africains qui représentent les habitants de Kemet, des jeux vidéo, des costumes avec des perruques africaines, crépues. Il va nous falloir réaliser des films, des séries, des dessins animés. Il va nous falloir écrire des livres, faire des bandes dessinées. Bref, il va falloir absolument occuper tout l'espace visuel avec des représentations africaines. Et ce travail est en train d'être fait. Nous sommes déjà sur la bonne voie. Nous sommes sur la voie de la réparation par nous-mêmes en plus, puisque l'auteur ici, c'est Byong Jeouti, qui est africain et qui nous propose une bande dessinée juste magnifique, qui met en scène une reine nubienne, donc du royaume de Kouch, mais qui a d'autres livres sur Kemet, les habitants de Kemet. Donc voyez la magnificence des dessins. Ce genre d'ouvrage se multiplie de plus en plus. Les dessins animés arrivent, les animations en 3D arrivent. On peut citer par exemple le documentaire Pyramide K 2019, si je me souviens bien du nom, sur YouTube, accessible gratuitement, qui montre pour une fois des personnages africains en 3D, qui montre pour une fois que les connaissances, le savoir, l'érudition du royaume de Kemet étaient 100% africaines. Alors petit bémol, méfiez-vous, regardez ce documentaire qui fait 3 heures, presque 3h30 et qui est juste édifiant, mais méfiez-vous, il y a quand même beaucoup de choses qui sont erronées et surtout à la fin, il y a une apologie des francs-maçons qu'il faut absolument ne pas absorber. Et surtout à la fin, le fait de nous faire croire que les francs-maçons auraient joué un rôle libérateur concernant l'esclavage, là c'est carrément risible parce que c'est tout le contraire. Et le fait de nous faire croire que soi-disant les francs-maçons seraient les dignes héritiers de Kemet et que c'est à eux qu'on a transmis certaines connaissances qu'ils ont préservées, blablabla. Franchement, les 10 dernières minutes, poubelle. Mais le reste est intéressant à regarder, donc je recommande quand même, avec précaution. Voilà pourquoi, une fois de plus, un documentaire sur l'Afrique ne sera jamais aussi bien réalisé et aussi bien présenté que par des Africains, y compris les afrodescendants. Voilà pourquoi le documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas sera réalisé par une équipe 100% africaine et afrodescendante. Ce sera notre vision, notre version de l'histoire des lions. Donc encore une fois, je vous recommande d'aller faire un tour du côté de la cagnotte qui est dans la barre d'infos. Et je vous assure que 1, 2 ou 3 euros peuvent nous permettre de réussir ce projet. Je vous assure que si nous avons dépassé la barre des 70 000 euros, c'est grâce à des dons de 1, 2 ou 3 euros. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire une belle différence. Donc voilà, retenons le positif, c'est que nous sommes en plein progrès. Il y a un véritable essor en ce moment de dessinateurs qui osent se lancer et qui vont représenter notre histoire, que ce soit celle de Kemet, de Kouch, les histoires suivantes, les civilisations suivantes, avec des Africains, avec des représentations de nous-mêmes. C'est en plein essor, c'est en plein boom. Donc n'hésitez pas à accompagner ce genre d'initiative. Si vous voyez des cagnottes passer, si vous voyez des dessinateurs, des artistes passer, abonnez-vous à leur page, donnez-leur un soutien parce que ce sont eux qui vont nous permettre de reprogrammer notre cerveau avec de véritables faits historiques et non pas avec des falsifications. Alors une autre chose qui fait que beaucoup d'entre nous n'étions pas au courant avant cette vidéo que les habitants de Kemet étaient africains, c'est tout simplement la diabolisation de tous les savants qui viennent dire que les habitants de Kemet étaient africains. C'est-à-dire que la secte de scientifiques falsificateurs va jusqu'à attaquer le comte de Volney, à le renier en disant non mais c'est pas un géographe trop sérieux finalement. Ils ont été jusqu'à commencer à renier Hérodote en disant non mais en fait ces récits historiques là on n'est pas trop sûr, il dit que ce sont des Africains qui ont fait des pyramides, tout ça. Bon il n'est pas si sérieux finalement. Donc en fait
Tant que ces auteurs allaient dans leur sens, il n'y a pas de problème, ce sont leurs références. Et dès que ces auteurs disent des vérités que eux ne souhaitent pas reconnaître, que eux ne souhaitent pas qu'ils soient connus, ils commencent à prendre leur distance avec ces auteurs. Cette secte falsificatrice a également essayé de discréditer l'historien britannique Martin Bernal, auteur de Black Athena que je vous recommande. Et en fait, des savants européens, que ce soit de notre ère ou d'avant, qui présentent les habitants de Kemet comme étant africains à partir de protocoles scientifiques rigoureux, il y en a plein. Je vous ai également parlé en début d'épisode du généticien Luigi Luca Cavalli. Rappelez-vous aussi du suédois Svante Pääbo. Enfin bref, il y en a plein. Mais le souci, c'est que soit ils sont diabolisés, soit leurs travaux sont totalement occultés, laissés dans l'ombre, jamais publiés, jamais médiatisés. Et en parallèle, on ne donne la parole sur le sujet des habitants de Kemet que à cette secte d'égyptologues autoproclamés. Ces gens-là, les égyptologues, sont des étrangers qui se prétendent spécialistes d'un peuple qu'ils n'ont pas connu, puisqu'ils n'ont pas vécu à cette époque-là. Ils se prétendent spécialistes de pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils sont totalement étrangers. Leur mentalité, leur paradigme n'a rien à voir avec la population locale actuelle, avec la population de l'époque, avec le pays, avec le continent, avec le contexte, avec l'environnement. Mais ils arrivent et s'autoproclament spécialistes et imposent de croire ceci ou cela selon des interprétations et non des faits scientifiques. Pour vous faire un parallèle très simple, un Européen va venir dans un pays étranger, va voir un bac carré avec de l'eau et va penser que c'est une piscine et va dire que les gens qui ont fait ça, c'était pour nager dedans, pour se baigner. Alors que dans le pays en question, ce sera tout simplement un bac à ablution pour se laver les mains et les pieds avant de prier et non pas pour nager dedans. C'est ça la différence de paradigme qui fait qu'il y a énormément d'erreurs dans les interprétations des Européens concernant les civilisations étrangères puisqu'ils n'ont pas le même processus mental, ils n'ont pas eu le même développement historique, contextuel, social, économique, anthropologique, environnemental. Et toutes ces différences font qu'ils ont une façon de penser qui n'aura rien à voir avec des gens qui se sont développés dans un autre contexte, dans une autre culture, dans une autre façon de penser. D'autre part, pourquoi est-ce que j'appelle ces égyptologues une secte? C'est parce que comme une secte, c'est un cercle fermé où ils n'acceptent personne d'autre qu'eux-mêmes. Et eux-mêmes se sont autoproclamés spécialistes. Personne n'a dit, ben voilà, vous avez fait vos preuves, vous avez dit ça, on a vérifié, c'était vrai, donc vous êtes spécialiste. Non, ils arrivent, ils disent des choses et ils disent qu'ils sont les mieux placés pour pouvoir le dire, pour pouvoir être crus. Donc non seulement ils sont fermés entre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'admettent aucun savant africain, ils n'admettent non plus aucun savant qui est dissident, c'est-à-dire qui dit le contraire de leur version. Ils sont même pas là dans un débat d'idées, dans un échange pour savoir lequel de nous deux est le plus crédible. Ils ne veulent pas d'échange, ils sont totalement fermés. On vous dit ça, croyez ça, point barre. Et ils éliminent, ils écartent toute personne qui n'adhère pas à leurs croyances. Et cette secte-là est très dangereuse parce qu'elle a créé des instituts, des diplômes, des musées, des revues scientifiques, des livres, des reportages. Et c'est tout ça qui nourrit notre imaginaire avec des idées erronées, comme quoi les habitants de Kemet auraient été blancs. Et ce qui est le plus risible, c'est qu'en fait, des fois, ils s'opposent carrément aux faits scientifiques avec des absurdités qui n'ont plus rien d'intellectuel. C'est-à-dire que quand on a un Stéphane Bern qui répète délibérément certes, mais qui répète ce que des égyptologues ont dit, c'est-à-dire qu'une statue, le bois a patiné, donc maintenant on a une reine noire, mais en fait la reine était blanche et le bois a patiné, on est dans l'absurde. On est dans l'aberration, on n'est plus sur le terrain de l'intellectuel et du sérieux. Donc, je vais conclure sur une note très positive, à savoir que le travail de récupération de la bonne représentation des habitants de Kemet est en train de se faire et il se fait bien. Les dessins animés, comme je vous l'ai dit, arrivent, les bandes dessinées, les livres,
tout est en train de se mettre en place avec notre génération. Il nous faut accompagner les personnes talentueuses qui sont capables de faire ça. La deuxième chose que j'aimerais vous dire avant de vous quitter, c'est qu'on ne peut plus laisser des étrangers qui ont une autre façon de réfléchir, un autre mode de pensée, venir jouer les experts, les spécialistes, les porte-paroles pour les Africains, quelle que soit la civilisation africaine dont il s'agit. Donc, s'il vous plaît, ma jeunesse africaine et afrodescendante, formez-vous. Devenez des archéologues, devenez des paléontologues, devenez des géologues, devenez des historiens, devenez des généticiens. Investissez toutes les sciences, tous les milieux. Faites vos laboratoires, faites vos instituts, faites vos écoles et vos diplômes. Faites vos fouilles, vos recherches. Mais je vous en supplie, venez investir le milieu scientifique pour exprimer, pour raconter l'histoire des Africains, votre histoire, notre histoire. Personne d'autre que nous-mêmes ne pourra mieux raconter, mieux exprimer notre histoire que nous-mêmes. Vous ne trouverez jamais sur un plateau télé de la Corée du Sud un Européen qui est présenté comme spécialiste d'histoire de la Corée et puis des millions de Coréens regardent la télé et l'écoutent en se disant « Ah vraiment, il sait de quoi il parle lui, vraiment il nous raconte notre histoire là, l'Européen, il sait tout, c'est génial, merci l'Européen de nous raconter notre histoire. » Jamais. Il faut que nous les peuples colonisés, que ce soit africains, amérindiens, les peuples du Pacifique, il faut que nous réussissions à nous aussi nous former, à nous aussi connaître notre histoire et surtout à la divulguer à tous de façon à jeter dans l'ombre une fois pour toutes les falsifications, les erreurs et les mensonges. Et justement, j'envoie un gros big up à toutes les personnes, hommes, femmes, enfants qui œuvrent pour que l'on puisse connaître notre histoire, découvrir notre histoire, s'approprier notre histoire. Et nous en avons tous besoin, que ce soit les Africains. En premier lieu, nous sommes les premiers concernés, nous avons besoin de connaître notre histoire. Mais les Européens aussi ont besoin de comprendre et de connaître l'histoire de l'Afrique afin qu'ils abandonnent leur mépris qui est totalement illégitime et injustifié. Donc je remercie Lenny Bunga qui fait un travail exceptionnel. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, abonnez-vous à sa chaîne Instagram. Il nous fait des leçons où en quelques minutes, waouh, on en apprend tellement, c'est tellement inspirant et positif. Lenny Bunga fait un travail génial, allez-y. Jay Hassani a démarré sa chaîne, elle y publie des choses extrêmement intéressantes pour comprendre certains mécanismes. Il y a également la chaîne de Yellowbone qui fait ce travail de déconstruire certains concepts erronés. Il y a Damsel of Letters qui fait un travail formidable et c'est une anthropologue de chez nous. Toujours sur YouTube, il y a Activishata qui nous raconte notre histoire, surtout l'histoire des Antilles qu'on ne connaît pas bien. Donc vraiment, allez-y. C'est tellement enrichissant que vous soyez des Antilles ou pas, allez-y. Sur Instagram, encore une fois, il y a la fleur curieuse. Alors elle, mais je suis fanatique. Je ne rate pas une seule publication. Elle nous raconte des choses sur la spiritualité africaine. C'est une mine, c'est la caverne d'Ali Baba. Non, elle est géniale. En plus, c'est une conteuse juste géniale. Donc, la fleur curieuse sur Instagram, allez-y. Du côté de la Guyane, il y a Evelyne Sagne qui fait un travail formidable sous le pseudo de Candace Amani. Vous pouvez aller sur sa page Facebook qui s'intitule Association Copena. Elle fait un travail formidable. Déjà, elle fait des poupées africaines, d'héroïnes africaines, d'héroïnes antillaises, d'héroïnes guyanaises. Elle fait des posters avec les héros de chez nous et surtout, elle fait des conférences qui sont juste exceptionnelles, enrichissantes à souhait. Encore sur Instagram, il y a Afro-Conscience qui fait des publications merveilleuses de grande qualité, très bien documentées. Il y a la page Décolonisons-nous que j'aime énormément, où là encore il y a ce travail de décolonisation des esprits. Donc décolonisons-nous, bravo, allez-y, abonnez-vous sur Instagram. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, vous avez également la page Instagram Travel and Truth. Et c'est cette page Instagram qui m'a vraiment inspirée à faire le documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas. Mais c'est quelque chose qu'il a commencé à faire par ses propres moyens. Il y est allé, il a filmé avec une GoPro. Moi, j'aimerais le faire de façon professionnelle, en approfondissant davantage. Mais c'est lui qui m'a inspiré l'idée de sauter le cap et de passer à l'étape du documentaire.
Donc sur sa page, vous allez retrouver une Afrique qu'on ne nous montre jamais, une Afrique qui est wakandesque, qui est sophistiquée, moderne, belle, grandiose, savante, en plein essor technologique. Donc vraiment, allez voir sa page parce que je pense que même sans forcément comprendre l'anglais, ne serait-ce que par les images, vous en ressortirez enrichi. Alors je vais aller un peu plus vite, mais sachez que toutes les pages que je vais vous citer là ont autant de qualité et d'importance que celles que je vous ai citées précédemment. Vous avez Puissance Noire, Prestance africaine, Aben Africa. Aben Africa fait le tour de l'Afrique et elle vous montre des choses formidables. Et puis elle a des recommandations de livres, de films, de séries. Elle a des publications où elle va vous faire connaître des inventeurs. En fait, j'aime bien son format. Il est très concis, donc facile à lire, facile et rapide à lire. Allez faire un tour sur Aben Africa. Il y a également Semblant de Rien qui déconstruit les concepts racistes erronés. Il y a la page The Kral qui est vraiment formidable. Il y a Wakongo, Afrocratie, Mémoire africaine, Décolonial Voyage, Reine et héroïne d'Afrique, toujours sur Instagram. Il y a Mais non, c'est pas raciste. Il y a aussi une page que je suis de très près qui s'appelle Allumons notre cerveau. Et pour revenir à YouTube, il y a une chaîne qui est pas mal du tout, c'est AJ+. C'est vraiment très bien interprété comme sujet. Il y a également la chaîne YouTube La Griotte Vagabonde qui nous raconte, qui nous conte des histoires de nous-mêmes que nous ignorons totalement. Et pour le coup, c'est une historienne de formation très jeune et une historienne de chez nous, Martinique-Guyane. Toujours sur Instagram, cette fois-ci concernant les représentations, vous avez la page Sanyo Digital qui est spécialisée dans des représentations des habitants de Kemet africains. Pour faire un petit retour sur YouTube, on peut citer Marron TV, RAC. Donc voilà, je ne peux pas citer tout le monde, toutes les pages intéressantes, toutes les chaînes YouTube intéressantes, mais j'espère que déjà ce que je vous ai donné là va vous servir. Et puis, j'ai gardé mon coup de cœur pour la fin. C'est mon coup de cœur le plus récent, parce que des coups de cœur, j'en ai tout le temps. Mais le plus récent, mon coup de cœur va à la page The Pan-Africanist Page sur Instagram, qui fait un travail formidable de valorisation de certains de nos personnages africains et afrodescendants. Mais surtout, ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'en fait, c'est un couple qui vivait en France, mais qui retourne, même pas qui retourne, qui va s'installer pour la première fois sur le continent africain. Il me semble que c'est vers le Sénégal, si je ne dis pas de bêtises, ou le Bénin. Je suis désolée si je me suis trompée, j'ai oublié. Mais en tous les cas, ce qu'il est à retenir, c'est qu'ils vont s'installer dans un pays africain francophone et ils veulent y développer l'agriculture. Donc, ils ont levé une cagnotte qui va leur permettre de pouvoir financer, subventionner des agriculteurs. Il faut absolument qu'on investisse ça parce que l'argent ne se mange pas. On a besoin de nos agriculteurs et on a besoin d'une agriculture qui soit saine. Donc, que des afro-descendants décident de laisser leur confort européen et de partir s'installer vers l'inconnu pour pouvoir développer l'agriculture, il faut que nous accompagnions cette initiative, je vous en prie. Donc, j'ai mis le lien de leur cagnotte. Je sais, ça fait beaucoup de cagnottes. Vous avez qu'à mettre 1 € sur Grandeur Noire et 3 € sur leur cagnotte à eux. Donc, s'il vous plaît, allez faire un tour sur le lien de leur cagnotte, The Pan-Africanist Page. Allez faire un tour sur leur page Instagram, ils sont merveilleux. Et puis, je termine concernant YouTube avec la chaîne Investir au pays. Alors, Philippe Simo, à qui appartient cette chaîne, ne s'attarde pas spécialement sur l'histoire. Ce n'est pas le concept de sa chaîne. Par contre, en économie, il délivre des conseils, il délivre des informations extrêmement précieuses, surtout pour la communauté africaine qui a été beaucoup désinformée et dont on a brisé la confiance en elle, qui permet de pouvoir réussir dans le milieu des affaires et d'entreprendre. Et pourquoi je vous recommande la chaîne Investir au pays et donc de vous informer en matière d'économie et de finance? Parce que c'est par l'économie que nous allons briser les dernières chaînes qui sont ici, les chaînes mentales. Comme je vous l'ai dit, ça va passer par le visuel, par les représentations. Mais pour élaborer ces représentations, il nous faut de l'argent pour faire des films, pour concevoir des dessins animés, pour investir dans la 3D qui coûte extrêmement cher, pour produire des livres, pour faire nos propres programmes scolaires, nos manuels scolaires, pour fonder nos écoles.
tout ça va nécessiter de l'argent. Donc, il nous faut nous former, il nous faut nous enrichir intellectuellement de façon à savoir comment se comporter pour gagner de l'argent et le garder au sein de la communauté africaine et le faire fructifier et l'investir de façon intelligente. Donc, nous n'avons pas besoin de toutes ces ONG qui viennent répandre Ebola par-ci, choléra par-là. Nous avons besoin de nous unir, nous, la communauté africaine, en consommant africain, en respirant africain, en buvant africain, en lisant africain, en regardant africain. Donc, entreprenons africains. Ça veut dire que quand on entreprend, on essaye de s'entourer de collaborateurs africains, d'associés africains, d'employés africains. Consommons africains. Allons chez notre frère, notre cousin, notre tonton, notre tati pour acheter ce qu'on se précipite pour acheter chez les autres là. Et d'ailleurs, comme je sais que la vidéo est regardée par des personnes qui ne sont pas africaines, je peux vous dire que si vous avez une sympathie quelconque pour la cause africaine, qui est de récupérer sa liberté et sa dignité, eh bien le meilleur moyen de nous aider, ce n'est pas de vous enrôler avec Médecins du Monde, ce n'est pas d'envoyer de l'argent à la Croix-Rouge, c'est tout simplement de consommer africain vous aussi. Vous êtes européen, vous êtes arabe, vous êtes asiatique, n'hésitez pas à consommer africain, ça ne nous fera que du bien. Et ça vous fera aussi du bien parce qu'il existe une excellence insoupçonnée dans la communauté africaine, énormément de talents, énormément de génies qui sont là pour pouvoir apporter de nouveaux progrès, que ce soit technologiques ou autres, et qui n'attendent que d'être financés. Donc, s'il vous plaît, chers amis étrangers à la communauté africaine, arrêtez de dilapider votre argent dans des ONG qui sont dirigées par des imposteurs. Arrêtez d'aller, pour certains d'entre vous, vous improviser infirmier, médecin, chirurgien et faire des dégâts. Arrêtez d'aller distribuer du riz ou d'aller creuser des puits. Contentez-vous d'aller chez le coiffeur africain du coin ou chez l'épicerie africaine du coin ou d'acheter des vêtements à une styliste africaine ou d'acheter un portable rwandais. Voilà comment vous allez aider de façon pragmatique, efficace et rapide la communauté africaine. Donc voilà, je vous ai dit l'essentiel de ce que je sais en termes de preuves qui existent pour attester que les habitants de Kemet étaient africains. Mais sachez qu'il existe certainement d'autres choses dont je ne suis pas encore au courant. Je n'ai pas pu tout déconstruire concernant le royaume de Kemet en une seule vidéo, bien évidemment. Je n'ai pas pu, par exemple, démontrer que cette affabulation, que les pyramides, les temples et toutes les constructions monumentales du royaume de Kemet ont été bâtis par des esclaves. Je n'ai pas pu démentir ça. J'espère pouvoir consacrer une autre vidéo à tous les clichés erronés concernant le royaume de Kemet. À commencer par le fait qu'ils fouettaient des esclaves qui tiraient des pierres de plusieurs tonnes pendant combien de jours et combien... C'est attesté archéologiquement depuis des années que les ouvriers étaient bien traités, que c'était un système de rotation, oh là là. Bon bref, je ferai une autre vidéo. Si certains pensent encore que ce sont des esclaves qui ont bâti les pyramides, c'est qu'ils n'ont pas fait de mise à jour. Tous les archéologues et les égyptologues sont formels. Il n'y avait pas d'esclaves en Égypte. En tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Wakchi Création, j'aime trop ma cravate, elle est super chic. Donc allez faire un tour sur sa page qui est également en barre d'infos. Voilà, ça fait partie du consommer africain. Ça fait partie du fait de se soutenir les uns les autres et de créer une véritable économie. Ça passe par des petits gestes comme ça. Allez voir la page de Wakchi Création. Elle a bien d'autres produits à vous offrir. Sacs, bijoux, marée-tête, vêtements, vêtements pour enfants, vêtements pour adultes, vêtements pour hommes, pour femmes, nœuds papillons, bref, allez voir la page de Wakchi Création. Sur ce, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de trouver un moment dans votre vie pour aller voir la bibliographie qui existe sur le site www.grandeurnoire.com. Bibliographie que j'ai pris le temps et le soin de vous faire dans l'onglet recommandations. Bibliographie qui contient plus de 180 livres, plus de 30 recommandations de films, de séries, de programmes Netflix et recommandations qui contient énormément de liens. C'est-à-dire que quand un livre vous intéresse, vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement sur la plateforme qui vend le livre.
Donc le travail a été mâché. Alors j'espère que dans votre vie, vous trouverez 2 minutes pour aller sur le site qui est indiqué en barre d'infos et pour cliquer sur l'onglet recommandations et regarder la bibliographie, notamment la partie intitulée Kemet, dans laquelle je vous ai mis beaucoup de livres à lire pour pouvoir approfondir sur tout ce que je vous ai dit et bien plus encore. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.